Le jour de mon mariage, ma sœur a tout détruit devant 43 personnes, elle a renversé le champagne, elle a poussé le gâteau, elle a hurlé quelque chose que je n'oublierai jamais, et ma mère l'a serré dans ses bras. Cette nuit-là, pendant qu'Émilie dormait encore dans sa robe de mariée posée sur le fauteuil, j'ai ouvert mon ordinateur. Et j'ai tout supprimé. Laissez-moi vous dire d'où ça vient vraiment. Parce que cette histoire ne commence pas le 3 août. Elle commence bien avant. Elle commence dans une famille où un enfant a appris très tôt qu'on n'avait pas le droit de réussir sans en payer le prix. Mon père s'appelait Georges. Il travaillait dans la maintenance industrielle. Il partait avant 6 heures du matin, rentrait après 20 heures et ne se plaignait jamais. Ma mère, elle, gérait la maison avec l'énergie de quelqu'un qui porte un monde entier sur les épaules et qui refuse qu'on le sache. Nous n'étions pas riches. Nous n'étions pas pauvres. Nous étions la famille qui fait semblant que tout va bien parce que c'est plus simple que d'admettre que tout va de travers. Bethany est née 3 ans après moi. Dès le début, elle a été différente. Non pas dans le sens où elle était plus brillante ou plus difficile. Différente dans le sens où elle savait comment fonctionner dans cette maison d'une façon que moi, je n'ai jamais maîtrisée. Elle savait quand pleurer. Elle savait quand disparaître. Elle savait quand revenir. Et chaque fois qu'elle revenait, quelqu'un lui ouvrait la porte. Moi, j'ai appris autre chose. J'ai appris que si tu veux quelque chose, tu travailles pour l'obtenir. Point, pas de raccourci, pas de larmes stratégiques, pas de crise au bon moment. Tu te lèves, tu travailles, tu continues. À 17 ans, je faisais des petits boulots le week-end pour payer mes propres fournitures scolaires. À 20 ans, je finançais mes études de nuit en travaillant de jour. À 25 ans, j'avais un poste dans le conseil aux entreprises, un appartement à moi et une carte de crédit sans dette dessus. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas rapide. Mais c'était à moi. Pendant ce temps, Bethany traversait la vie comme quelqu'un qui est convaincu que le monde lui doit quelque chose. Elle a changé de filière universitaire 2 fois. Elle a abandonné un emploi parce que son responsable était, selon elle, jaloux de son potentiel. Elle a eu 3 colocations qui ont toutes mal fini à cause des autres, jamais à cause d'elle. Et à chaque fois, il y avait quelqu'un pour éponger. Mes parents. Parfois, moi. La première fois que je lui ai prêté de l'argent, j'avais 26 ans. 1 000 € pour une caution. Je lui ai dit que c'était un prêt, qu'on établirait un calendrier de remboursement. Elle a hoché la tête. Je n'ai jamais revu cet argent. La deuxième fois, c'était 1 200 € pour une réparation de voiture. Même scénario, même sourire. Même silence ensuite. Mais je continuais à me dire que c'était ma sœur, que la famille, ça se soutient, que peut-être la prochaine fois, les choses iraient mieux pour elle. Je lui donnais le bénéfice du doute comme on donne à quelqu'un une 2e chance, puis une 3e, puis une 4e, sans réaliser que le bénéfice du doute a une date de péremption. Puis j'ai rencontré Émilie. Émilie est entrée dans ma vie un jeudi soir lors d'une conférence professionnelle où je m'ennuyais profondément. Elle était assise 2 rangées devant moi et prenait des notes avec la concentration de quelqu'un qui prend vraiment les choses au sérieux. Je l'avais remarqué parce qu'elle était la seule personne dans la salle à ne pas regarder son téléphone. On a parlé pendant le dîner qui suivait. On a parlé jusqu'à minuit. On s'est dit bonne nuit sur le trottoir et on s'est retrouvés à parler encore 20 minutes parce qu'aucun de nous deux ne voulait vraiment s'arrêter. Elle était enseignante. Elle avait le genre de calme qu'on ne fabrique pas, qu'on trouve seulement après avoir traversé quelque chose de difficile et décidé de ne plus se laisser remporter par ce qui ne vaut pas la peine. Elle avait de la constance, elle avait du fond, et quand elle regardait quelqu'un, elle regardait vraiment. Pas pour juger, mais pour comprendre. En 3 mois, j'avais compris que c'était elle. En 6 mois, je savais que je voulais construire quelque chose de durable avec elle. En 1 an, j'avais demandé sa main lors d'un dîner tranquille dans notre appartement, sans fioritures, sans mise en scène, juste nous deux et une question posée avec le cœur. Elle a dit oui avant que j'aie fini la phrase. On a planifié le mariage pendant 8 mois, 43 invités, un traiteur qu'on avait rencontré lors d'un marché de producteurs, des fleurs commandées à une fleuriste locale que j'avais repérée sur les réseaux sociaux,
une salle avec de grandes fenêtres et de la lumière partout. Ce n'était pas fastueux, c'était nous. 3 semaines avant le mariage, Bethany a appelé, elle pleurait. Sa voiture était encore en panne. Elle avait besoin d'un véhicule de remplacement. Elle avait déjà emprunté 1200 € en avril pour les premières réparations, mais là c'était différent. Là c'était vraiment urgent. Là il fallait acheter quelque chose de nouveau parce que la mécanique ne pouvait plus rien faire. J'ai dit non, pas avec de la dureté, pas avec du mépris. J'ai dit non parce que j'étais épuisé d'être son plan B. Parce que j'avais un mariage à financer dans 21 jours, parce que j'avais des dizaines de fois dit oui et que ça n'avait jamais rien changé dans son comportement. J'ai dit non comme quelqu'un qui a enfin appris à dire ce mot sans s'en excuser. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je n'ai pas rappelé. Je lui ai donné l'espace dont elle avait besoin pour digérer ma réponse. J'ai pensé que d'ici le mariage, les choses se seraient tassées. J'ai pensé qu'elle viendrait, qu'elle ferait bonne figure, qu'on se parlerait après. Bethany s'est levée aussi. J'ai d'abord cru qu'elle voulait porter un toast. Mon verre était encore à mi-hauteur quand j'ai vu son bras se lever. Elle a lancé son verre. Le champagne a décrit une courbe parfaite dans l'air avant d'exploser contre la table. Des desserts. Il a brisé le cadre photo qu'on avait placé là, celui de nous deux à Maui l'année précédente, souriant contre un fond d'océan. Puis elle a attrapé le gâteau, 3 étages, des fleurs en sucre faites à la main. Le travail d'une pâtissière, que nous avions rencontré lors d'une dégustation et avec qui on avait passé 2 heures à choisir les saveurs. Ce gâteau a mis une fraction de seconde à s'effondrer, et ensuite il était partout sur le sol. Elle me regardait droit dans les yeux quand elle a dit les mots. C'est ce que tu mérites pour te croire supérieur. Elle l'a dit assez fort pour que les gens dehors puissent l'entendre. Le silence qui a suivi était le genre de silence qui dure 5 secondes et qui semble durer 5 minutes. Quelqu'un a laissé tomber quelque chose. Un téléphone a vibré quelque part. 2 invités se sont regardés comme s'ils cherchaient une confirmation que ce qui venait de se passer était réel. C'était réel. Ma mère s'est précipitée vers Bethany. Pas vers moi. Pas vers Émilie qui se tenait à côté de moi, figée. Vers Bethany. Elle l'a entourée de ses bras et a dit, assez fort pour que j'entende, que ma sœur avait besoin de laisser sortir ce qu'elle ressentait. Besoin. De laisser sortir. Le DJ avait coupé la musique. Mon témoin ne savait pas quoi faire. Les parents d'Émilie me regardaient avec une expression que je ne saurais pas nommer, mais que je n'oublierai pas. Bethany est partie. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle a traversé la salle comme quelqu'un qui vient de prouver un point et qui rentre chez soi. Je n'ai pas dit un mot. Pas parce que je n'en avais pas, mais parce que je savais que ce n'était pas le lieu pour les prononcer. Je ne voulais pas que cette salle devienne le tribunal de ma sœur. Je ne voulais pas qu'Émilie passe sa soirée de mariage à regarder une dispute familiale. Alors j'ai souri. J'ai dit quelques mots doux à Émilie. J'ai fait signe au coordinateur. La soirée a continué. Les gens ont dansé. Certains ont essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Et tout. Le monde le savait. Cette nuit-là, Émilie a posé sa robe sur le fauteuil et s'est allongée. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que oui. Ce n'était pas vrai, mais j'avais besoin que ce soit vrai pour l'instant. Pendant qu'elle dormait, j'ai ouvert mon ordinateur, je me suis connecté au portail universitaire. Le mois précédent, j'avais versé 9 400 € de caution pour les frais de scolarité de Bethany. Elle m'avait appelé en urgence, expliqué qu'elle allait perdre son inscription si elle ne payait pas avant la date limite, dit qu'elle me rembourserait sur les 3 prochains mois. J'ai révoqué le dépôt, 9 400 €, disparu de son dossier en 3 clics. Ensuite, j'ai ouvert le portail du bail. J'avais co-signé son contrat de location 6 mois plus tôt. Elle m'avait demandé comme un service, juste le temps qu'elle stabilise ses revenus, juste pour que le propriétaire accepte le dossier. J'ai verrouillé le compte. Marqué pour révision. Aucun versement possible. Bail suspendu. Loyer dû dans 5 jours. Puis j'ai fermé l'ordinateur. Je me suis allongé à côté d'Émilie dans le silence de notre première nuit de mariée.
Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas réfléchi à comment j'allais gérer la prochaine crise de ma sœur. Parce qu'il n'y en aurait plus. À 8h40 le lendemain matin, Bethany a appelé. Je n'ai pas répondu. 3 messages ont suivi en 10 minutes. Que se passe-t-il? Pourquoi le portail est bloqué? Je n'arrive plus à accéder à rien. C'est toi qui as fait ça. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé encore 3 messages. De la confusion au début, puis de l'irritation, puis juste 2 mots. Règle ça. J'ai coupé le son de mon téléphone et me suis fait un café. Émilie est entrée dans la cuisine, a vu mon expression et n'a pas posé de questions. Elle connaissait cette expression. Elle l'avait vue assez souvent pour savoir que ce n'était pas le moment des questions. Elle a pris une tasse, elle aussi, s'est assise à côté de moi, et on a bu notre café en regardant la rue par la fenêtre. C'était le plus calme que j'ai ressenti depuis longtemps. Vers midi, ma mère a appelé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Son message durait 2 minutes. Elle disait que Bethany était très affectée, qu'elle se sentait abandonnée, qu'il fallait que j'appelle pour qu'on règle ça en famille. Elle a terminé en disant que Bethany avait juste besoin de sentir qu'elle existait pour moi. Je n'ai pas rappelé. L'ironie, c'est qu'elle ne m'avait pas appelé quand j'avais co-signé le bail. Elle ne m'avait pas appelé quand j'avais payé les cautions. Elle ne m'avait pas appelé quand j'avais viré 500 € un vendredi soir parce que Bethany m'avait dit qu'elle avait besoin de tenir jusqu'au lundi et qu'elle ne m'avait plus donné de nouvelles pendant 1 mois après. Elle appelait maintenant pour me demander de rassurer celle qui venait de détruire mon mariage devant 43 personnes. Il y a des moments où on comprend très clairement ce qu'on est pour certaines personnes. Ce n'est pas amer de le comprendre. C'est juste clair. 2 jours après le mariage, Bethany s'est présentée à notre appartement. Émilie l'a vue par le Judas. Elle ne lui a pas ouvert immédiatement. Bethany a frappé pendant 10 minutes, un rythme régulier et obstiné, comme quelqu'un qui a décidé de ne pas partir. Émilie a finalement entrouvert la porte, gardant la chaîne en place, et lui a demandé ce qu'elle voulait. Bethany n'a pas dit bonjour. Elle a lancé directement ses demandes. Elle avait 5 jours pour payer son loyer. Elle avait prévu de compter sur le remboursement de la caution universitaire. Elle avait un devoir moral envers elle. J'avais une obligation de tenir mes engagements. J'avais signé le bail et je n'avais aucun droit de geler les accès sans préavis. Émilie lui a dit que je n'étais pas là. C'était un mensonge. J'étais dans le salon. Mais je n'avais aucune intention de parler à travers une porte à quelqu'un qui n'avait toujours pas dit qu'elle était désolée. Bethany est partie en criant quelque chose sur les droits légaux et les contrats. Elle avait tort sur le plan légal. J'avais vérifié. En tant que co-signataire principal, j'avais la capacité de geler le compte. Elle était résidente. Elle n'avait aucun recours. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un email, l'objet. Est-ce que tu fais vraiment ça, sérieusement? Le corps du message était une liste détaillée de ses dépenses à venir. Loyer, frais de scolarité, courses. Elle demandait le rétablissement de la caution. Elle m'expliquait que si elle était expulsée, ce serait ma faute. Et au passage, elle m'expliquait aussi qu'elle avait provoqué l'incident au mariage parce qu'elle était débordée, que j'aurais dû comprendre, que j'étais le seul dans la famille à avoir vraiment de l'argent et que je laissais ça me monter à la tête. J'ai transféré l'email à Émilie avec une note. À ton tour de lire le spectacle. Elle a changé de tactique. Elle s'est présentée à nouveau à l'appartement, cette fois en essayant de se faufiler derrière Émilie qui rentrait du travail. Elle n'a pas crié, elle n'a pas frappé. Elle a juste essayé de passer. Émilie n'a pas crié non plus. Elle l'a attrapée par le bras, l'a repoussée dans le couloir et lui a dit très calmement que si elle tentait encore quelque chose comme ça, elle appellerait la police. Pas de drama, pas de longue explication. Une phrase. Une limite. Une porte fermée à clé. 10 minutes après, mon père appelait. Il a commencé par un soupir. Puis il m'a dit qu'on avait besoin de parler de ma sœur, que Bethany traversait quelque chose de difficile, que ce qu'elle avait fait au mariage était juste de l'émotion et que je ne devais pas le prendre personnellement, que j'étais maintenant assez adulte pour être le plus grand. Je lui ai dit que j'étais le plus grand depuis des années,
Il m'a dit de ne pas la punir pour un mauvais moment. Je lui ai dit que ce n'était pas un moment. C'était un schéma. Il a commencé à parler d'unité familiale. J'ai raccroché. Parce que j'avais compris quelque chose que ni lui ni ma mère n'avaient encore formulé, mais que leurs actions disaient depuis longtemps. Bethany ne spiralisait pas. Elle tombait enfin. Et la seule différence, c'était que cette fois, je ne tendais plus les bras pour amortir la chute. Après qu'Émilie a reconduit Bethany dans le couloir, quelque chose a changé entre nous. Passe. De façon dramatique. On ne s'est pas lancé dans une grande conversation. On s'est assis sur le canapé, j'ai versé du vin, on a regardé la rue un moment. Mais il y avait quelque chose de posé, de définitif. Émilie avait tracé une ligne et personne dans la pièce n'avait de doute sur où elle se trouvait. Elle a ignoré les messages de Bethany. Tous. Même les textos qui prétendaient s'excuser, tout en finissant par des variations de « il me doit quelque chose ». Puis Bethany est passée à mes parents. Elle leur a dit qu'Émilie l'avait attaquée physiquement. Qu'elle était venue pour se réconcilier et qu'Émilie l'avait agressée. Elle en avait fait un incident de violence domestique dans un couloir d'appartement. Mon père a créé un groupe de discussion familiale. Il m'y a ajouté, ainsi qu'Émilie, ma mère et Bethany. Son message d'introduction: « Parlons honnêtement, sans cris et sans blocage. Nous sommes encore une famille. » Bethany a répondu en premier. Elle a dit qu'elle était blessée, qu'elle s'était sentie invisible depuis des années, qu'elle avait explosé au mariage parce que personne ne l'avait jamais vraiment regardée. Elle a dit que je lui avais mis mes succès sous le nez pendant des années. Ma mère a suivi. Elle m'a dit qu'il était temps de passer à autre chose et de lui pardonner pendant qu'elle trouvait encore sa voie. Elle a terminé son message par « Elle reste ta petite sœur, Émilie a quitté le groupe. » J'ai regardé l'écran un long moment, puis j'ai répondu avec exactement 3 phrases. Elle n'est pas une petite fille. Elle a 22 ans et elle doit apprendre le prix du manque de respect. Et personne dans ce groupe ne semble vouloir lui expliquer ça. Le silence numérique qui a suivi était plus dense que n'importe quel cri. 2 jours plus tard, par ma cousine Cara, j'ai appris que Bethany avait quitté son appartement. Elle n'avait pas payé le loyer. Elle n'avait pas trouvé de sous-locataire. La société de gestion locative m'a contacté pour les papiers de résiliation. J'ai signé ce qu'il fallait signer. J'ai vérifié que mon crédit était protégé. J'ai continué. Mais ce qui est venu 1 semaine plus tard était la vraie révélation. Bethany s'était réinscrite à l'université. Pas sous ma garantie, sous celle de mes parents. Ils avaient payé les frais de scolarité eux-mêmes. Ces mêmes parents qui m'avaient appelé pour me dire qu'ils n'avaient pas de fonds supplémentaires. Ces mêmes parents qui avaient laissé entendre que j'étais le seul à pouvoir aider. Ces mêmes parents qui m'avaient fait culpabiliser pendant des années pour chaque refus. Ils avaient l'argent depuis le début. Ils voulaient juste ne pas le dépenser tant qu'ils pouvaient me faire pression. Je n'étais pas en colère. J'étais juste net. Comme quand on retire une paire de lunettes sales et qu'on voit soudainement les contours de tout avec une précision qu'on avait oubliée. Ce soir-là, Émilie et moi avons mangé des restes sur le balcon, avec du vin à petit prix, et j'ai dit que je me sentais comme si une décennie de poids venait d'être détachée de mes épaules. Elle a souri et elle a dit « Bien, maintenant on peut vivre ». C'était la première nuit depuis des années où je l'ai vraiment cru. Environ 1 semaine plus tard, les choses avaient retrouvé leur calme. Plus de messages, plus de visites surprises, plus de groupes de discussion. Puis ma mère a appelé. Pas de bonjour, pas de comment tu vas. Juste, tu seras là pour l'anniversaire de ton père samedi prochain, n'est-ce pas? Comme si rien ne s'était passé. J'ai dit que je n'étais pas sûr. Elle a fait une pause, puis elle a dit que Bethany serait là et qu'elle voulait qu'on parle, comme des adultes. Puis elle a ajouté qu'elle me trouvait trop froid. Moi, trop froid. Pas ma sœur qui avait fracassé mon mariage, pas mes parents qui avaient emballé le geste dans de l'indulgence. Moi qui avais finalement posé une limite, j'ai raccroché sans m'engager sur quoi que ce soit. Le lendemain soir, le vendredi avant la fête, Bethany m'a envoyé une demande de virement sur l'application de paiement, 1 800 €, intitulée
pour le gâteau et le cadre cassé. Lol. Appelons ça quitte. Je n'ai eu aucune réaction d'abord. J'ai juste passé mon téléphone à Émilie et je suis sorti sur le balcon. Quand je suis rentré, elle avait une expression très calme. Je lui ai demandé ce qu'elle avait répondu. Elle a haussé les épaules et dit qu'elle ne l'aimerait pas. 15 minutes plus tard, Bethany nous avait bloqués partout. On n'est pas allé à l'anniversaire de mon père. Bethany, elle, y est allée, en combinaison blanche. Ma cousine Cara nous a envoyé une photo avec une légende qui disait « Elle ne va pas bien ». Apparemment, Bethany avait amené un type de l'immobilier qu'elle avait rencontré 2 semaines plus tôt et avait dit à la moitié des invités qu'ils allaient emménager ensemble. À l'autre moitié, elle avait dit que de grandes choses arrivaient. Elle continuait de le répéter toute la soirée. Des grandes choses. Le lundi suivant, on a compris ce qu'était la grande chose. Bethany avait lancé un podcast, le titre « Blessure de sang ». Grandir avec l'enfant parfait. La bande-annonce est sortie sur Instagram et TikTok. En voix off, elle disait des choses comme « Je pensais que la famille était un refuge ». Et parfois, les personnes les plus toxiques sont celles qui partagent ton nom de famille. C'était tellement mis en scène que ça sonnait comme un script. Mais elle n'avait pas fini. À la fin de la vidéo, elle remerciait un sponsor, une application de thérapie en ligne. Précisément celle que je lui avais recommandée 1 an plus tôt, quand elle m'avait appelé depuis les toilettes d'un bar en pleine crise de panique et que je m'étais assis avec elle pendant 40 minutes au téléphone pour la calmer. Elle avait signé un vrai contrat de sponsoring avec eux. Ils avaient repartagé sa vidéo 10 000 vues en 24 heures. Les commentaires étaient remplis de gens qui la félicitaient pour son courage, lui demandaient des conseils, lui disaient qu'ils se reconnaissaient dans son histoire. Je ne me souciais pas du podcast en lui-même. Ce qui me rendait mal à l'aise, c'était la sensation de me voir lentement réécrire dans quelqu'un d'autre's fiction. D'être un personnage dans une histoire que je n'avais pas choisie. Puis elle m'a envoyé un email. Objet. Parlons. Corps du message, court et mesuré. J'aimerais qu'on se retrouve. Pas de drame, juste une conversation. J'ai des choses à te dire. Je pense que tu seras fier de moi. Pas d'accusation, pas d'insulte. Un ton parfaitement composé qui ne lui ressemblait pas du tout. Émilie l'a lu 2 fois et a dit « Elle ne cherche pas à réparer quoi que ce soit. Elle pose un piège. » J'ai répondu en une ligne. Émilie sera là aussi. Bethany n'a jamais répondu. 3 jours après l'email, mes parents ont sonné à notre porte. 19h15. Pas d'appel préalable, pas de message. Ils ont sonné comme s'ils passaient en visite amicale. J'ai entrebâillé la porte. Mon père a fait un petit signe de la main. Ma mère avait son sac sur l'épaule comme si elle avait prévu de rester. Elle a dit qu'ils voulaient juste parler calmement. Je leur ai dit qu'ils avaient 3 minutes. Ils sont quand même entrés. Émilie est restée dans la cuisine, les bras croisés. Elle ne ferait pas le sourire de façade. Tout le monde le savait. Ma mère a parlé en premier. Elle a dit que Bethany traversait une période de transformation et qu'elle avait fait des erreurs qu'elle regrettait profondément. Que le podcast était juste sa façon de traiter les choses. Que je ne devais pas le prendre personnellement. Mon père a ajouté qu'elle voulait une relation avec moi, qu'elle ne savait juste pas comment le dire. Je leur ai demandé si c'était Bethany qui leur avait dit ça, ou si c'était eux qui espéraient que je marcherais. Ils n'ont pas répondu. Puis ma mère a dit quelque chose qui a mis les pièces en place définitivement. Elle est rentrée chez nous temporairement. Juste le temps qu'elle se retrouve, Émilie a laissé échapper un souffle assez fort pour que toute la pièce l'entende. Le tableau était complet. Ils avaient payé sa scolarité. Ils l'avaient laissé revenir vivre chez eux. Et ils étaient là maintenant, non pas pour demander quelque chose, mais pour s'assurer que je ne lui rendais pas la vie plus difficile. Ils ne m'aidaient pas. Ils géraient. Je leur ai demandé directement si l'un d'eux lui avait dit que ce qu'elle avait fait au mariage était une erreur. Ma mère a dit qu'elle était débordée. Mon père a dit qu'elle ne voulait pas ruiner quoi que ce soit. J'ai demandé encore. Est-ce que l'un d'entre vous lui a dit que c'était faux? Silence.
Ce silence était la réponse à tout. J'ai dit que j'en avais terminé avec l'argent, avec la culpabilité, avec les jeux, que s'ils voulaient continuer à financer sa vie, c'était leur choix. Mais que ça ne viendrait plus de moi. J'ai dit qu'ils avaient fait du bon travail pour élever une fille qui croit que les conséquences n'existent pas. Puis je leur ai demandé de partir. Ils ont hésité, mais ils sont partis. Le podcast a continué. L'épisode 2 portait sur les frères et sœurs narcissiques. L'épisode 3 s'appelait « Quand ils te font passer pour fou ». Émilie et moi avons ri à celui-là. Quelques jours après, j'ai regardé notre situation en termes pratiques. Il nous restait 8 mois sur notre bail. J'ai regardé nos économies, j'ai fait les calculs, j'ai regardé Émilie et j'ai dit qu'on devrait prendre un voyage. Loin, chaud, sans rien de tout ça. Elle a souri. Le lendemain matin, on a réservé 2 billets aller-retour pour les Maldives. Départ dans 6 semaines, pas de famille, pas de drame, juste la paix. Le genre de paix qu'on finit par mériter. Le dernier message de Bethany est arrivé 2 jours avant notre départ. Juste un emoji de flamme. Pas de mots, pas de contexte. Comme si elle envoyait un vague avertissement ou peut-être juste un rappel qu'elle existait et qu'elle regardait. Je l'ai montré à Émilie. Pendant qu'on choisissait des étiquettes pour nos bagages. Elle n'a même pas réagi. Elle a scanné sa carte d'embarquement et elle a dit « Parfait. Laisse brûler. » J'ai bloqué le numéro. C'était le dernier fil. Mes parents n'ont plus appelé. Après ça, mon père a téléphoné une fois pour demander le nom d'un mécanicien. Ma mère a envoyé un message générique « J'espère que tu vas bien » que j'ai ignoré. Plus de sermons, plus de culpabilité. Je crois qu'ils ont finalement compris que je n'allais pas être celui qui répare ce qu'ils ont contribué à casser. Pas cette fois. On est parti pour les Maldives un jeudi matin. J'ai regardé Émilie dormir contre le hublot, au-dessus de l'océan. Et pour la première fois depuis des années, mon cerveau ne calculait rien. Pas de plan financier, pas de mission de sauvetage, pas de fil d'urgence qui attend d'être tiré. Juste le calme. Notre bungalow était sur l'eau. On pouvait entendre l'océan sous les planches du sol. À l'intérieur, il y avait un panneau qui disait « Pas de pendule. Laissez le temps vous appartenir à nouveau. » Ça m'a touché plus que ça n'aurait dû. On n'a pas parlé de Bethany. Pas une seule fois. Pas jusqu'au 4e jour. On prenait le petit déjeuner sur la terrasse. Juste le bruit des vagues et des oiseaux. Émilie a dit « Tu crois qu'ils l'admettront un jour ?» Je n'avais pas besoin de lui demander de qui elle parlait. Non, j'ai dit, mais je crois qu'ils le savent. Pas de façon consciente, réfléchie. Mais dans ce silence inconfortable qui s'installe quand ton bouc émissaire préféré sort définitivement par la porte. Ils savent que j'étais celui qui ramassait. Ils savent qu'ils ont laissé faire parce que c'était plus simple que de lui dire non. Et ils savent maintenant qu'ils ne peuvent plus compter sur moi pour ça. Bethany est restée chez eux. Son bail avait expiré tranquillement. L'immeuble avait remis l'appartement en location. J'avais reçu la confirmation de résiliation. Elle n'avait jamais pris contact pour en parler. Jamais dit merci. Jamais dit désolé. Je n'attendais plus ni l'un ni l'autre. Le podcast a continué encore 2 épisodes. L'un sur le fait d'être effacé par ceux qui prétendent vous soutenir. L'autre sur la violence financière à l'intérieur des familles. Je ne les ai pas écoutés. Ma cousine Cara les a écoutés pour moi. Elle m'a dit que Bethany étirait la vérité si fort qu'elle ne ressemblait plus à rien de reconnaissable. Les commentaires ont ralenti. Les sponsors ont disparu. Après ça, plus rien. Le silence s'est répandu au-delà du numérique. Je n'ai plus vérifié ces réseaux. Ma mère a arrêté les messages passifs-agressifs en groupe. Mon père n'a plus mentionné le nom de Bethany, la seule fois où il a appelé. Cara m'a dit plus tard que Bethany s'était réinscrite en cours partiel avec l'argent de mes parents 7 fois. Apparemment, ils avaient pioché dans un fonds d'urgence qu'ils avaient regardé pour des situations imprévues. J'ai failli rire. Ils l'avaient tout le temps.
Il ne voulait juste pas l'utiliser, tant qu'il pouvait me faire pression. Émilie et moi sommes rentrés dans une version différente de la vie. À déménager dans un endroit plus grand, plus loin du centre, plus proche du calme, plus de téléphones qui sonnent à toute heure, plus de paiements partagés au dernier moment, juste nous. J'ai eu une nouvelle carte de crédit, laissée derrière, moi, les années de co-signature. J'ai changé le mot de passe de mon compte bancaire pour la première fois en 6 ans. Plus de retraits surprises. Plus de demandes de virement intitulées « S'il te plaît, ne demande pas pourquoi ». On ne parle plus du mariage. On n'en a pas besoin. C'est juste une anomalie dans une histoire qui ne nous appartient plus vraiment. Certains soirs, on s'assoit sur notre nouvelle terrasse avec du vin, on regarde le chien des voisins courir après des insectes sous la lumière du porche, et on parle de vraies choses. Des livres, des voyages, des projets, l'entreprise qu'Émilie est en train de monter. Cette vie d'avant, elle ne ressemble même plus à la mienne. C'est quelque chose que j'ai regardé se passer. Quelque chose dont j'ai tourné la dernière page. Parfois, le feu n'a pas besoin d'être combattu. Parfois, tu laisses juste les baises s'éteindre d'elles-mêmes, et tu t'éloignes enfin réchauffé. Il y a une chose que j'aurais voulu comprendre plus tôt dans tout ça. J'aurais voulu comprendre que prêter de l'argent à quelqu'un qui ne cherche pas à changer n'est pas de la générosité. C'est de la participation à quelque chose qui leur permet d'éviter les conséquences que Dieu utilise parfois pour nous transformer. Le livre des Proverbes dit que celui qui protège son ami des conséquences de ses actes ne lui rend pas service. Chapitre 19, verset 19. L'homme au grand emportement devra porter sa punition, car si tu le délivres, tu devras recommencer. J'ai dû recommencer des dizaines de fois, parce que je pensais que l'amour familial s'exprimait par l'argent, versé, par les portes toujours ouvertes, par la patience illimitée, parce que ma famille me l'avait appris de cette façon, parce que personne ne m'avait montré la différence entre aimer quelqu'un et le porter. Aimer quelqu'un, c'est lui vouloir du bien à long terme. Porter quelqu'un, c'est l'empêcher de grandir pour que tu puisses te sentir indispensable. Je portais Bethany depuis des années, et elle me laissait faire parce que c'était plus confortable que d'apprendre à marcher seule. Ce n'est pas une histoire de méchants et de victimes. C'est une histoire de schéma. Un schéma que deux personnes entretiennent ensemble, souvent sans le choisir consciemment, jusqu'à ce que l'un d'eux décide de ne plus jouer son rôle. Ce jour-là, le soir de mon mariage, devant un gâteau effondré et un cadre brisé, j'ai décidé. Pas avec de la haine, pas avec du triomphe, avec cette clarté froide et tranquille qui ressemble au ciel juste après que l'orage s'est dissipé. Si vous écoutez ceci ce soir et que vous reconnaissez quelque chose dans cette histoire, je veux vous poser une question directe. À qui êtes-vous? En train de tendre les bras pour amortir une chute que Dieu a peut-être autorisée pour une raison? Ce n'est pas une question cruelle. C'est la question la plus aimante que je puisse vous poser. Parce que l'Écriture ne nous appelle pas à éliminer la souffrance de nos proches. Elle nous appelle à les aimer assez pour leur permettre de rencontrer leurs propres conséquences. Il y a une grande différence entre le filet de sauvetage et le filet qui empêche de voler. Quand Jésus a rencontré le fils prodigue dans la parabole, le père ne lui a pas envoyé de l'argent pendant qu'il était dans la porcherie. Il a attendu. Il regardait au loin, oui. Son cœur souffrait, oui. Mais il a laissé le fils toucher le fond parce que c'est le fond qui lui a rappelé qui il était et d'où il venait. Le retour n'a été possible qu'après la prise de conscience. Si le père avait envoyé des fonds toutes les semaines, l'histoire n'aurait pas eu de fin heureuse. Elle aurait juste continué. Ce que j'ai appris, c'est qu'on peut quelqu'un profondément et ne plus financer son refus de grandir. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la dignité. C'est décider que ton amour pour quelqu'un ne peut pas être plus grand que son désir de changer. Et c'est décider que ta propre vie, ta propre paix, ton propre appel mérite d'être protégé. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et dites-moi aussi ceci. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie pour qui vous vous êtes transformé en filet permanent?
Quelqu'un que vous portez depuis si longtemps que vous avez presque oublié à quoi ressemble votre propre démarche à vous? Cette histoire n'est pas que la mienne. J'entends des variantes de ce récit chaque semaine dans les messages que vous m'envoyez. La sœur qui revient toujours avec une crise, le frère qui a toujours une urgence, le parent qui fait peser sur ses enfants une dette émotionnelle ou financière que personne n'a jamais consentie. Ce n'est pas de votre faute d'avoir appris à aimer de cette façon-là. La plupart d'entre nous l'ont appris de familles qui l'ont elles-mêmes appris avant nous. Mais c'est votre responsabilité, à partir d'aujourd'hui, d'apprendre à aimer autrement. Poser une limite n'est pas abandonner quelqu'un. C'est lui dire « Je te respecte assez pour ne plus participer à ce qui t'empêche d'avancer ». Si quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ça ce soir, partagez cette vidéo avec lui. Pas pour le blesser, pour qu'il sache qu'il n'est pas seul à traverser ce genre de confusion entre l'amour et l'obligation. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant, parce qu'ici, on parle de vraies choses. On parle de famille, de foi, de frontières saines et de guérison qui dure. Pas de la guérison de façade qui tient une semaine. La guérison profonde qui change comment vous vous présentez dans chaque relation de votre vie. Rendez-vous dans la prochaine histoire. D'ici là, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas cruel de laisser quelqu'un vivre les conséquences de ses choix. Vous n'êtes pas égoïste de protéger votre paix, et vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez. La grâce ne demande pas de porter ce que Dieu n'a pas mis sur vos épaules. Il y a une dernière chose que je veux vous dire avant de terminer. Le jour où j'ai bloqué le numéro de Bethany, ce n'était pas un acte de haine, c'était un acte de clarté. Et il y a une différence fondamentale entre les deux que beaucoup de personnes confondent, surtout dans les familles de foi où on nous a appris que l'amour ne se retire jamais, que le pardon signifie tout réinitialiser et que poser une limite équivaut à dresser un mur. Le pardon n'est pas une porte ouverte, c'est une décision interne, une libération personnelle. Je peux avoir pardonné à Bethany dans mon cœur ce que j'ai fait, sans pour autant lui donner accès à ma vie, à mon argent, à mes soirées de mariage, à la paix que j'avais mise des années à construire. Ces deux choses coexistent. Elles ne se contredisent pas. C'est la maturité spirituelle de comprendre que le pardon concerne mon état intérieur, pas mon calendrier de disponibilité. J'ai aussi appris quelque chose sur les parents. Pas de généralisation ici. Certains parents font de leur mieux avec ce qu'ils ont. Mais certains parents, consciemment ou non, trouvent plus facile de gérer un enfant difficile en le gardant dépendant que d'investir l'énergie difficile de lui apprendre à voler seul. Parce que l'indépendance de leurs enfants peut les confronter à leur propre vide. Parce que quand un enfant grandit vraiment et n'a plus besoin d'eux, la relation doit se réinventer sur quelque chose de plus profond que le besoin. Et certaines familles n'ont pas construit ce fond-là. Ce n'est pas une accusation, c'est une observation. Et si vous vous reconnaissez dans cette description, pas comme parent abusif, mais comme parent qui a peut-être confondu l'amour avec le contrôle, sachez que Dieu peut transformer ça aussi. Que le repentir fonctionne dans tous les sens, que la relation que vous désirez avec vos enfants adultes est encore possible, mais pas sur la base de la dépendance, sur la base de la vérité. Il y a quelque chose que Proverbe 17 verset 17 dit et qui m'a marqué. Un ami aime en tout temps et dans la détresse il se montre un frère. Un vrai frère. Pas un frère qui utilise la détresse comme outil de manipulation. Un frère qui est présent dans la détresse parce qu'il t'aime, pas parce qu'il veut quelque chose en échange. Bethany n'a jamais été présente dans ma détresse. Quand j'ai traversé une période difficile professionnellement, à 28, elle n'a pas appelé. Quand j'ai eu une rupture douloureuse avant de rencontrer Émilie, elle n'a pas appelé. Quand j'ai perdu un contrat important et que j'ai dû reconstruire une partie de mon activité, elle n'a pas appelé. Elle appelait quand elle avait besoin. Uniquement, ce n'est pas une relation fraternelle, c'est un service client. Et on ne se sacrifie pas pour un service client. Je vous dis ça parce que certains d'entre vous sont en train de se battre avec la culpabilité de vouloir quitter une relation comme celle-là.
Vous vous dites que c'est votre famille, que le sang c'est le sang, que Dieu vous demande de rester, que partir vous rend mauvais. Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. Dieu vous demande d'aimer votre prochain. Il ne vous demande pas de vous laisser détruire par lui. Il y a des passages entiers de l'Écriture sur la sagesse de s'éloigner des personnes qui apportent la destruction, même si ces personnes vous sont proches. Proverbe 22, versets 24 et 25, dit de ne pas fréquenter l'homme coléreux, de ne pas vivre avec l'homme à l'emportement, de peur d'apprendre ses voies. L'influence des proches destructeurs est réelle. L'Écriture ne l'ignore pas. Vous pouvez aimer votre famille depuis une distance. Vous pouvez prier pour eux depuis un endroit sûr.